Si on demanderait à quelqu'un, c'est quoi ton mode de vie? On verrait que la réponse toucherait toujours une façon d'envisager une retraite, une façon de regarder l'âge de 45, 50, 60 ans et de dire, ben moi, dans ma vie, là, j'aimerais ça être sur un bateau, j'aimerais ça être dans le sud, j'aimerais ça être au soleil, j'aimerais vivre autre chose que ce que je vis là. Et donc, conséquemment, c'est comme si pour la plupart des gens, un mode de vie, c'est une retraite après avoir acquis, avec de gros efforts évidemment, des conditions où le travail n'existe pas. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut, un jour, complètement arrêter de travailler, se sortir de toutes les formes de préoccupations existentielles et dire, enfin, j'ai trouvé mon mode de vie? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, j'ai réussi dans la vie, mais j'ai pas réussi ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ils ont réussi à se débarrasser des préoccupations matérielles, des préoccupations à caractère social ou qui ont une influence dans la notion de respect basée sur l'argent. Et ils en viennent à un moment donné à se poser la question, est-ce qu'eux autres se respectent dans ce qu'ils ont voulu être pour eux-mêmes? C'est sûr que tant et aussi longtemps que la consommation est la mesure du mode de vie, ben, tant qu'on n'a pas acquis un certain capital, un certain secteur où socialement on a une appréciation certaine de gens qui nous entourent, parce que l'argent ne donne pas toujours cette fameuse appréciation-là. On pense à des héritiers, par exemple, qui héritent beaucoup, mais qui n'ont pas nécessairement la reconnaissance publique de celui ou celle qui a apporté cet héritage. Donc, on peut être conscient quand même du fait qu'il y a un minimum d'efforts dans la société pour arriver à s'entourer ou à s'envelopper d'une sorte d'aura, d'une sorte de magnétisme qui configure un avenir relativement paisible par rapport à notre milieu. Mais consommation égale quoi? Consommation égale attachement à des formes qu'il ne faut pas perdre, sinon on perd ce fameux respect, cette certaine appréciation de la collectivité. Et ça suppose aussi tension assez grande, parce que il faut faire partie d'un environnement social qui a ses règles et qui exige qu'on ait ou qu'on dispose de certaines ressources pour en faire partie. Est-ce que ça, c'est réussir sa vie ou c'est réussir dans la vie? En posant la question, il répond automatiquement et je pourrais vous demander, est-ce que vous voulez réussir votre vie ou réussir dans la vie? Les gens vont dire les deux, évidemment. Ça va de soi. Mais c'est sûr que si on réussit dans la vie, on se projette vers quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. On est obligé de faire beaucoup de concessions. On est obligé d'établir notre appartenance à une ligne de conduite qui est définie par un environnement spécifique. Et on n'a pas, à ce moment-là, le droit de penser à notre façon. On a l'obligation de penser selon les registres du milieu, selon statut. Et dans ce statut, suivre les règles qui vont ou qui conviennent avec le fameux statut en question. Les gens sont à l'étroit. Je parle des gens qui ont de l'esprit, sont à l'étroit dans un statut. Les gens qui sont dans l'âme conviennent à un statut parce que ça donne du pouvoir. Et ce fameux pouvoir, ça devient la mesure du respect qu'on a des gens qui nous entourent. Mais le pouvoir, souvent, c'est un élément qui fait peur. On a peur des gens qui ont du pouvoir. On a peur des conséquences qu'ils ont la possibilité de mettre en marche pour écraser dans une zone de vulnérabilité quelconque, pour écraser notre volonté, pour écraser notre autorité, pour écraser la conséquence d'actes qu'on pose pour se bâtir une vie. Et on est obligé de se plier à ce fameux pouvoir parce que ces gens-là qui ont acquis une certaine autorité peuvent, dans des manques de comportement psychologique, quand je dis des manques, c'est que ils ont peut-être le pouvoir, mais ils n'ont pas nécessairement la psychologie qui convient pour respecter leur milieu. Mais ces gens-là assouvissent leur satisfaction de vivre du pouvoir en se créant des esclaves, en se créant des rapports avec des gens où ces fameuses personnes-là sont un peu comme à la merci de leur propre désir, de leur propre passion, de leur propre volonté d'être ou de faire les choses de telle ou telle façon. Et ils ont besoin de sujets parce que c'est des rois, c'est des reines, ce sont des personnes qui aiment diriger et qui font tout pour être capables de diriger.
L'esprit ne peut pas se conformer à une forme quelconque de domination. Un être qui a de l'esprit, c'est un être qui est profondément rebelle et qui défendra sa vie jusqu'à la mort pour se garder libre. Donc, c'est difficile quand on a de l'esprit de convenir dans des environnements qui sont souvent très occultés, très occultes, qui cherchent à dominer bon gré mal gré. Donc, vous pouvez définitivement réussir dans la vie au prix d'une multitude de compromis et convenir avec des rois qui vont vous laisser un certain espace, un peu comme si vous étiez un baron ou une baronne, mais vous devrez toujours rendre des comptes. Dans l'esprit, vous n'avez pas d'autre compte à rendre qu'à vous-même. Vous êtes libre. Vous ne pouvez faire que réussir votre vie et non pas réussir nécessairement dans la vie, dans les notions qu'on se fait d'un statut social. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pour réussir dans la vie, il faut se créer un mode de vie qui est fortement lié à de l'interrelationnel et à répondre à des conventions. Et que pour réussir sa vie, il faut apprendre à connaître nos limites, notre réalité, nos forces, nos faiblesses, et savoir comment convenir intelligemment, avec une certaine rythmique, autant que ces fameuses forces et faiblesses apparaissent et s'installent d'une façon constante et continue dans notre vie. C'est sûr que toute personne qui vit dans de l'esprit, son objectif, c'est d'être anonyme. Toute personne qui veut réussir dans la vie, son objectif, c'est de parader, c'est de paraître et c'est d'être connu. Donc, la reconnaissance doit se faire même avec des étrangers. La personne, elle, qui travaille pour réussir sa vie, ne veut être reconnue que par elle-même et avec des gens qui, dans leur intimité, sont capables de respecter leur intelligence, leur rythmique et leur façon d'être. Ils règlent le problème rapidement, mais ils ne règlent pas leur problème par le biais de la peur ou de la menace. Pour les gens qui veulent réussir dans la vie, souvent ils sont obligés de composer avec la peur et avec la menace. Ils sont obligés de convenir dans des règles qui vont statuer sur leurs droits et obligations, sans nécessairement avoir le droit et la capacité de discuter de la faisabilité ou de la possibilité, eux, qu'ils ont d'accepter ou non que la chose se passe de telle ou telle façon. Parce que réussir dans la vie, c'est collectif. Réussir sa vie, c'est individuel. Et c'est très, très, très différent comme approche. C'est très différent la façon de gérer sa règle de vie. Et l'individu qui s'engage dans le chemin de réussir sa vie, donc de se créer un mode de vie qui est individualisé, va connaître au cours de sa vie, justement, une très grande solitude. C'est un être qui doit, à certaines étapes, se couper de beaucoup de gens qui étaient là pour réussir dans la vie, mais qui ne conviennent pas nécessairement pour réussir sa vie. Donc, en soi, on pourrait dire que les gens sont des grands rebelles et que les grands rebelles, c'est des êtres qui ont plus de chances de réussir leur vie que de réussir dans la vie. Parce qu'il faut être un petit peu esclave pour réussir dans la vie, parce que ça demande de se plier et de se conformer à des règles. La personne, elle, qui réussit sa vie, convient strictement à des vibrations. La personne est mise en vibration par le biais de l'esprit et elle suit ces courants vibratoires-là. Elle découvre sa réalité. Elle découvre ses forces et faiblesses, comme je mentionnais un peu auparavant, et elle apprend à goûter à la conséquence de suivre une vibration. Et sa seule réalité, ça devient cette capacité de convenir avec le temps, le rythme, les obstacles, le bien, le mal, et de se défaire de l'impression. Elle cherche à se dégager de l'impression. La personne qui veut réussir dans la vie est obligée de travailler à créer de l'impression et à découvrir dans les règles de l'impression comment arriver à être le summum de l'impression dans le milieu. Et ça, évidemment, c'est excessivement compétitif et ça demande une obligation de se renouveler comme ça à l'infini. Et un jour ou l'autre, on est, comme on dit en anglais, out of order. On n'est plus dans la mêlée. Tu sais, un bon joueur de hockey a quand même un âge où il doit abandonner. T'aurais beau t'appeler Mario Lemieux, à un moment donné, il faut que tu prennes ta retraite. Tu peux t'appeler Wayne Gretzky, puis tu vas être obligé de prendre ta retraite. Maurice Richard, tu es obligé de prendre sa retraite. Tous les grands héros d'un sport ou d'une dynamique quelconque est obligé de prendre sa retraite. Et donc, conséquemment, ne peut plus jouer le jeu de l'impression. La personne, elle, qui réussit sa vie, donc qui se donne un mode de vie
pour se conquérir plutôt que conquérir l'excitation des gens qui l'entourent, ben elle se délivre de l'impression, elle se dégage de l'impression, elle cherche à ne pas vibrer de l'impression, mais plutôt à visiter des espaces, à visiter des ambiances où ça vibre beaucoup, avec beaucoup d'intensité, mais pas pour être impressionné, mais simplement pour découvrir qu'est-ce qui se syntonise avec son être, qu'est-ce qui s'harmonise avec son être, et non pas essayer de savoir si elle a le contrôle sur cette impression, et donc conséquemment sur l'environnement qu'elle est obligée de composer. Ça n'empêche pas la personne qui veut réussir sa vie de jouer de l'impression, mais elle ne prend pas ça au sérieux. C'est un jeu qui peut être nécessaire pour gagner sa vie, mais c'est pas nécessairement un élément dans sa vie qui est fondamental, qui est vital pour se mesurer elle-même, pour s'apprécier elle-même. Donc, réussir sa vie, réussir dans la vie, le mouvement de l'âme versus le mouvement de l'esprit, est-ce qu'on choisit ça? Je pense qu'il est plus facile pour l'individu d'aller naturellement, il est plus supporté collectivement vers ce qui fait le jeu de la collectivité, c'est-à-dire réussir dans la vie. Toutes les structures sociales favorisent de réussir dans la vie. Juste de te faire noter dans un bulletin. Tu vas suivre des cours, tu vas à l'université ou quoi que ce soit, on va toujours te donner un examen à passer, jugé par d'autres et coté par d'autres. Et c'est dans cet espace constant de comparaison et de mesure par les autres que les gens grandissent. Donc, on est plus supporté pour réussir dans la vie que de réussir sa vie. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement marginal pour un jour dire « Je ne veux plus passer d'examen, je ne veux plus que personne me cote, qu'on me dise « Tu vaux ça, tu ne représentes que ça, etc., etc. » Et là, on rentre à ce moment-là dans un chemin ou un cheminement qui est extrêmement isolé, qui exige de l'individu qu'il soit capable de s'afficher seul, de se donner une autorité seul, de se donner un crédit qui n'est pas endossé par personne autre que lui-même. Ou que si d'autres l'endossent, ou l'endossent pas, ou le trahit ou quoi que ce soit, il ne faillit pas. Il reste tout le temps noble, il reste tout le temps fier, il reste tout le temps fort. Un être qui gagne à se construire, qui gagne à s'individualiser, c'est un être de colère. Il doit produire toute son électricité par lui-même. Il doit être totalement autarcique. Il doit être autosuffisant, mais non pas suffisant dans le sens orgueilleux, mais capable de s'autosuffire. Il doit continuellement trouver des recettes, apprendre à générer en dehors des sentiers battus. Si tant mieux s'il peut prendre un chemin qui est déjà tracé et qu'il peut se reposer dessus. Mais il sait que ce chemin qui est tracé, souvent, c'est un chemin d'une collectivité et que même s'il l'emprunte, il va être regardé dans son individualité comme un élément dangereux ou marginal ou sujet à engendrer des crises ou des tensions parce qu'il ne fonctionne pas comme la norme. Donc, c'est sûr que réussir sa vie, c'est très exigeant parce que c'est, premièrement, très anonyme, donc on n'a pas vraiment le support facile d'une collectivité. Et la collectivité va toujours chercher à ramener l'individu dans ses zones de vulnérabilité. Elle va toujours essayer de le ramener à des solutions de la collectivité. Tu sais, si, exemple, vous êtes en affaires, puis que vous êtes travailleur autonome, un jour ça va mal, c'est pas facile, vous passez ce qu'on appelle un passage à vide, ben tout le monde va vous dire, ben trouve-toi une job, trouve-toi quelque chose avec salaire régulier, lâche tes rêves, tu vois bien que ça marche pas, Faut être fait fort si vous êtes faible, si vous êtes dans une situation, vous dites vulnérable, vous êtes blessé, et qu'il faut être capable de supporter, contenir le temps et dire non, moi je lâche pas. En quelque part, ça va traverser. Il faut être très, très fort parce que c'est très facile de dire « Ouais, les gens ont raison, je sais pas pourquoi j'ai pensé faire ça pendant tant d'années. Mon Dieu que j'ai perdu du temps. » Puis là, dans cette impression d'avoir perdu du temps, ben vous lâchez prise. Puis là, vous voyez un autre réussir quelques années plus tard, dit « J'aurais pas dû lâcher. » Ça, c'est se faire pogner par la collectivité, se faire trapper par la collectivité. Mais il y a bien des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas le goût de crever de faim, je suis pas venu sur la planète pour mourir. » Oui, vous êtes venu sur la planète pour mourir. Tout le monde va mourir sur la planète. Fait que pourquoi pas aller au bout de ce que vous avez à vivre? Parce que de toute façon, tout votre destin est marqué. Fait que la dynamique de votre destinée
Là, vous allez me dire, ouais, mais si mon destin est marqué, puis ma dynamique de la destinée, c'est de passer par un bout où je dois rentrer dans la collectivité, c'est correct? Ben oui, c'est correct. Vous avez le droit de faire ça. Mais si vous faites ça, c'est juste pour vous reposer. C'est en attendant que vous ayez assez de force pour revenir en autorité dans votre rêve. Votre rêve étant votre vision. Votre vision étant le plan que vous vous êtes formé pour être libre, pour vous donner une aération. Parce qu'oubliez pas une chose, se créer un mode de vie, ça exige de l'espace. Il faut avoir de l'espace. Quand on se met sur un horaire, quand on se met sur le timing d'un autre ou des autres au collectif, c'est sûr que votre combat va être plus difficile pour votre individualisation parce qu'on va vous imposer un rythme de temps, un centre décisionnel qui viendra pas de vous, mais qui va venir de gens qui vont vous faire ce qu'ils veulent, eux. Et conséquemment, ben là, vous allez rentrer dans le moule et le module de vie d'un groupe ou d'une personne qui va vous dicter votre horaire, votre façon de vivre, qui va consommer vos énergies, qui vont consommer votre temps, qui vont changer vos préoccupations qui étaient pas nécessairement égocentriques, mais des préoccupations qui étaient très personnelles pour vous donner une liberté. Ils vont convertir ça en vous allez vous occuper de telles choses, monsieur ou madame, pour que moi, je puisse être en vacances pendant que vous allez faire mon travail. C'est ça que ça représente, jouer le jeu de la collectivité. Il y a toujours quelqu'un qui devient l'élément gagnant, qui réussit à faire à d'autres ce que tout seul, ils sont obligés de faire. Et puis là, des gens sont esclaves de faire des choses pour qu'une personne se repose. Il y a 100 personnes qui font quelque chose d'une personne, puis la personne, elle, qui a réussi à faire réveiller ces 100 personnes-là, c'est elle qui se repose, qui va sur la plage, puis qui vit sa vie comme elle veut, puis qui peut dire à ce moment-là, j'ai réussi dans la vie et j'ai réussi ma vie. Et voilà, vous avez été pris dans la trappe de vous décourager et de pas sentir que c'était possible. C'est dur de réussir sa vie. Beaucoup plus dur que réussir dans la vie. Conséquemment, un mode de vie, c'est quoi? C'est de la liberté. C'est une capacité de mouvement. Pour avoir du mouvement et de la liberté, il ne faut pas que vous ayez d'horaire. Le mal sur la planète Terre, c'est le temps. Vous avez une montre au bras avec un horaire chargé, donc c'est la montre qui dirige votre bras et c'est la montre qui dirige votre attention sur telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que vous devez rentrer dans des temps. Vous devez rencontrer des horaires, vous devez rencontrer une façon de faire qui doit être finie ou commencer à telle date, à telle heure, avec telle personne et selon des conditions X dictées par d'autres. Donc, le temps, c'est le pire ennemi de l'individualité. Vous avez un horaire obligatoire, vous avez des délais sur vos cartes de crédit, vous avez des échéances. Comment on mesure votre crédit? Sur votre capacité de payer à temps. On vous demande pas si vous êtes capable de payer, parce qu'on va toujours penser qu'on est capable de vous saisir. Mais on va s'inquiéter de est-ce que vous êtes capable de payer à temps. Vous sautez 2 mois, vous gagnez le gros lot, le 3e, ça compte pas, votre crédit est pas bon parce que vous avez sauté 2 mois. On s'en fout que vous payez le compte dans 3 mois au complet. Vous n'avez pas payé à temps. On va vous dire que même si vous avez eu un coup d'argent, vous n'êtes pas régulier. Donc, le mal sur la planète, c'est le temps. Vous êtes exposé à courir après une montre et un horaire et une façon de faire qui doit être faite dans un temps donné. Un être autonome, un être qui réussit sa vie, c'est un être qui se libère du temps. C'est un individu qui apprend à se dégager des jeux de la collectivité qui lui impose un rythme et un centre décisionnel qui ne repose pas sur ses besoins personnels. Quand les gens disent qu'ils veulent être autonomes, on l'entend souvent, celle-là. C'est comme un critère pour le développement de cette fameuse liberté qu'on recherche tant. Parce que parler à quelqu'un de mode de vie, et ça se traduit tout le temps par la consommation de quelque chose. Consommation d'une forme, ça va de soi. Demander à quelqu'un qui s'individualise c'est quoi son mode de vie, il va dire c'est peu importe la forme ou la condition de la vie, mais c'est de réussir à être neutre, à avoir la paix à l'intérieur de l'événement qui se produit. Qu'il y a une tempête, que ça aille mal sur la planète, qu'il y a des problèmes financiers sur le plan des gouvernements, qu'il y ait quoi que ce soit, on peut être bien partout si on a une façon de penser qui est capable de s'adapter et de composer avec le bien et le mal. Donc, un mode de vie, c'est pas strictement lié à des beaux bateaux sur le bord de l'eau, puis du soleil tout le temps. C'est lié
à des situations où il y a des crises et où l'individu est capable de composer avec la crise. Si vous êtes capable de générer des solutions dans toutes les situations qui sont, entre guillemets, merdiques, ben, c'est évident que vous avez plus de chances de garder votre équilibre, donc d'avoir un mode de vie qui est cohérent et qui est stable et qui traverse bien les épreuves. Peu importe l'âge, peu importe les conditions de santé, peu importe les conditions financières et peu importe les conditions affectives ou sentimentales. C'est fort, ça, là. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, premièrement, dans toute expérience, comprendre la polarité. La polarité, c'est le vrai et le faux. Donc, ça inclut le phénomène de la déception. Il faut comprendre qu'à travers une déception, il y a une compréhension, il y a une intelligence à assimiler. Il faut comprendre que dans le bien et le mal est là pour servir l'intelligence et que le mal est là pour servir la volonté, la contenance. Vous ne développerez jamais la volonté sans un obstacle, sans une adversité, sans une situation grave, sans un conflit intérieur profond. Il faut une dramatique puissante pour développer une volonté forte. Donc, il faut le mal pour développer la volonté et il faut le bien pour développer l'intelligence. Vous voudriez vivre constamment dans le bien. Donc, vous passeriez votre vie à comprendre les choses, mais il ne se passerait jamais rien. Pour qu'il se passe vraiment quelque chose, il faut que vous affrontiez une très grande dose d'inertie, une très grande dose d'adversité, une très grande dose de mal. Et dans ce mal, il y a évidemment une proportion de mal que vous êtes capable d'affronter et il y en a une aussi que vous n'êtes pas capable d'affronter. Il faut être capable d'affronter le mal que vous êtes capable d'affronter. Si vous allez plus loin que le mal que vous êtes capable de contenir, là, on peut dire que vous allez vous faire très mal et que ça va être très difficile de redevenir intelligent, c'est-à-dire de revenir au bien pour pouvoir comprendre ce que vous vivez, parce que la souffrance va avoir été trop grande et ça va avoir affecté votre coordination, votre stabilité, votre contenance affective, émotionnelle, mentale, au point de déranger sérieusement votre vision de vos relations avec les gens et de votre vision aussi du contact que vous avez avec vous-même pour garder votre neutralité. Quand vous commencez à perdre votre neutralité, quand vous commencez à voir que tout vous agresse, ça, c'est que vous avez trop de mal dans le corps. Et c'est difficile de garder le cap, de garder l'équilibre là-dedans. Donc, c'est très important d'avoir des éléments qui vous accompagnent, des personnes ou un groupe de personnes qui sont capables de garder un enveloppe autour de vous, qui est capable de garder une certaine cohérence. Des fois, c'est pas qu'ils vous parlent, mais c'est leur présence. Vous êtes en relation avec des gens qui, par leur seule présence, vous calment, vous balancent, vous permettent de préciser votre pensée, de préciser votre idée. C'est des gens qui sont souvent capables de vous écouter. Donc, même si vous êtes incohérente dans votre façon de parler, ils ne vous en tiennent pas rigueur. Ils sont capables de laisser faire et de vous ajuster quand il faut. Et quand vous exprimez ce fameux manque de cohérence, ben, ils sont capables de vous ramener à l'ordre, ils ont la crédibilité à vos yeux qui fait que, bon, vous êtes capable de leur faire confiance pour traverser la rue, pour traverser le conflit intérieur que vous avez, pour vous remettre en selle, puis vous dire, ben, continue, tu es capable, tu vas traverser l'obstacle. Mais ça, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment pas évident. Parce que développer de la volonté, à un certain moment donné, on trouve ça plate parce qu'on sait pas où on s'en va. On se dit, pourquoi ça nous tombe tout le temps sur le coco? Pourquoi moi? Je l'ai tellement entendu souvent, ça là. Pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi non plus? Tu sais, ça se pose la question pourquoi moi, mais ça se pose aussi comme pourquoi pas toi, tu sais? Pourquoi toi, tu serais à l'abri de? Si tu as été l'élu qui a été présenté pour pouvoir casser l'obstacle, passer à travers l'obstacle, pourquoi pas toi? Tu as le droit d'avoir des médailles aussi, mais il y a un conflit, un héros, il y a un mauvais passage dans sa vie. Dans un film, le héros mange toujours une volée. Puis quand vous allez être pris à un moment donné dans une zone très perturbée, très perturbante, ben dites-vous que c'est dans la scène, vous êtes rendu à la scène du film où le héros mange une volée. Là. Il est en situation de crise, en situation de conflit. Mais c'est un film qui va finir bien, c'est une question de temps. Il faut regarder plus longtemps, plus tard, puis avoir de la vision. Puis les choses se corrigent.
partez du principe que la mort, c'est une libération, en finale. Et puis que si vous avez à en mourir, ben, vous allez être libéré de ce que vous allez avoir à souffrir comme martyr. Je sais que je le dis en rien puis que c'est pas drôle, mais ça reste qu'un mode de vie, ça doit être à l'abri de la peur. Ça doit être à l'abri de cette impression d'être victime. On n'est pas victime. On est dans une expérience qui peut être très difficile, qui peut aller des fois même au-delà de notre contenance, et puis qu'on doit évidemment comprendre comme étant une expérience qui se traverse. Il y a des expériences qui se traversent à plusieurs, ça se traverse pas tout seul. Il y a des gens qui ont refusé de l'aide, ils ont refusé un couple, ils ont refusé toutes sortes de choses qui pouvaient être un élément de support pour des raisons purement philosophiques, et puis se retrouvent tout seul devant un obstacle que ça se traverse pas tout seul. Et puis, il y a quand même toujours les fameuses vies qui arrivent ou les forces qui arrivent pour vous présenter un accompagnateur ou une accompagnatrice pour traverser l'obstacle en question. Puis là, à un moment donné, arrêtez de dire non parce que vous avez vraiment besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de sentir que pour contenir l'événement, il faut être à plusieurs. Il y a des situations qui se règlent pas de ça. Ça demande d'être réglé à un minimum de 3, 4 ou 5 personnes. Et puis, il faut que les gens soient ensemble. Il faut qu'il y ait une coordination. Il faut que tout le monde se mette à vouloir ensemble pour que l'élément d'intelligence puisse apparaître, donc l'élément de bien-être puisse apparaître, pour qu'il y ait suffisamment de lumière pour éclairer dans l'obscurité. Donc, la fameuse polarité, le principal facteur de compréhension, c'est de comprendre que le mal forme la volonté. Et que la conjonction du mal et donc de la volonté avec le bien qui est lié à l'intelligence permet de créer des ondes d'harmonie, permet de créer ce que les gens appellent la fameuse amour. L'amour, c'est une émergence de la relation entre l'intelligence et la volonté, donc entre le bien-être et le mal. Et ça, quand on comprend ça, quand on réussit à comprendre ça, tous les systèmes de valeurs sur la planète ne tiennent pas le cap. Toutes les religions ne tiennent pas le cap. Ça détruit toutes les mythologies inimaginables dans la vie. Et ça détruit surtout ce qui nuit le plus à l'être humain, le sentiment de culpabilité. Le sentiment d'être responsable personnellement de toute la destinée qu'on subit. Il n'y a personne qui est responsable de sa vie parce que tout est marqué à la naissance. Donc, vous n'êtes pas des êtres ni de bien ni de mal. Vous êtes marqués pour faire le bien ou faire le mal et travailler en combinaison avec une multitude de gens qui doivent ensemble, au cours d'une vie, se rencontrer pour que quelque chose se produise sur la planète. Et vous êtes un acteur dans une mise en scène, dans un film à grand déploiement. C'est sûr que on voudrait être la vedette du film. Tout le monde est un petit peu la vedette. Dans le cours de 100 ans, c'est un gros film, vous savez, 100 ans de film, là, c'est quelque chose. Mais dans le cours de 100 ans, vous avez apporté un petit peu de vous-même. Et puis, à un moment donné, vous êtes transporté dans d'autres pays, dans d'autres espaces, dans d'autres ambiances, dans d'autres impressions pour convertir vos ressources, vos prises de conscience en d'autres aspects du film, aussi subtils que les mouvements de collectivité changent, par la psychologie qui change, les politiques qui changent, la culture qui change, les cultures qui se mélangent, puis qu'en se mélangeant, ils forment des nouvelles musiques, des nouveaux arts, des nouvelles formes d'écriture, des nouvelles formes d'expression médiatique à travers les nouvelles, tout ce qu'on peut imaginer qu'il y a de politique également. Donc, c'est une mutation qui est longue, c'est une mutation qui est générale. On est lié en nous autres, les êtres humains, on est liés par un effet domino. Quand il y en a un qui change, il change l'autre. Imaginez pas qu'Internet, ça n'a rien fait dans les pays qui étaient très, on va dire, sclérosés au niveau des relations hommes-femmes et que Internet, ça a créé des perturbations incroyables sur le plan des religions et que ça va continuer comme ça. Mettez 100 ans d'Internet, mettez 100 ans de communication, mettez 100 ans de cellulaires qui sont connectés sur des GPS puis qui peuvent envoyer des photos de tel pays à tel pays puis qu'il y aura plus de censure à un moment donné. Puis mettez les jeunes qui là-dedans vont s'affranchir du temps, de cette obligation de penser à la retraite à 55 ans, et puis qui vont penser à la retraite la semaine prochaine, si ça leur tente, puis de retravailler 10 ans plus tard. C'est tout va être bouleversé parce que on va comprendre les règles de base de qu'est-ce qu'un individu doit être pour lui-même. La collectivité rend, je dirais, absurde n'importe quoi parce que la collectivité présente des expériences qui ne peuvent pas être vécues pour une personne tout le temps.
tout le monde doit goûter à plusieurs formes d'impression, à plusieurs gammes d'expériences, à plusieurs gammes de sensations pour pouvoir se forger un centre de gravité. Le plus important pour se créer un mode de vie, c'est la masse critique. Un individu doit avoir une masse critique. Mais ça, une masse critique, c'est pas de l'information qu'on absorbe. C'est un senti vibratoire qui, par le biais de forces occultes, se pénètre dans l'ego, pénètre dans l'être, et il lui forge une perception de son environnement qui est au-delà de la logique. Il va y avoir des événements dans le futur où les gens ne pourront pas les comprendre scientifiquement. Ils n'auront pas accès à une rationalisation pour comprendre l'événement. Ça va être simplement par un sentier vibratoire, puis ils vont être obligés de prendre des décisions de vie ou de mort, strictement sur le sentier. On s'approche très, très, très rapidement de ces milieux-là. Les jeunes sont préparés pour vivre ça. Les jeunes sont en train de détruire systématiquement la valeur qu'on accorde à l'intellect. Les universités vont disparaître dans un temps donné. Et ce qui va rester, c'est l'auto-éducation, l'autodidacte. La capacité de s'auto-éduquer, ça sous-tend que l'être va être informé par une espèce d'Internet psychique plutôt que par une mémoire restreinte et limitée d'une éducation quelconque. Donc, on est dans l'approche, on est dans un air du Verseau, on est dans un monde où le mode de vie va se libérer progressivement de la consommation pour aller à la recherche de mise en vibration et de rapports qui vont être vécus entre les gens sur une base de perception extrasensoriel ou senti, et sur lequel il n'y aura pas de surprise à découvrir que quelqu'un doit être dans notre vie pour une période de temps donné. Il n'y aura pas d'attente de fixer quelqu'un à notre développement pendant, 10, 15 ou 20 ans. On va simplement savoir que on est libre et qu'on doit laisser libre, et que les attentes sont une façon de libérer une crainte vers quelqu'un, et que cette crainte doit être résolue à travers des événements qui sont aussi dramatiques que la peur ou la crainte existe. C'est donc dire ici que si vous êtes vous-même dans une lecture de votre avenir qui doit être basée sur une perception de consommation, vous allez connaître la destruction de la perception de consommation comme étant un succès, et vous allez commencer à comprendre que c'est ce que vous vivez dans la consommation avec d'autres qui est la seule et unique réalité de ce que vous allez conserver dans le futur. C'est comme si je vous dirais, c'est pas le voyage que vous allez faire qui est important, mais c'est avec qui vous allez voyager et comment ça se passe avec d'autres, plutôt que le voyage en soi. Les gens sont pas intéressés à des impressions que vous allez leur donner d'un voyage que vous allez avoir fait. Les gens vont vouloir vivre un voyage avec vous pour connaître ce que vous vivez en voyage, ce que vous vivez dans une forme, ce que vous ressentez dans vos propres perceptions personnelles, et c'est ça qui va développer avec le temps la valeur. La collectivité, puis on n'est pas loin de ça, 2010 c'est le début de l'apocalypse, mais l'apocalypse c'est quoi? L'apocalypse c'est la destruction des assises de l'ego sur la forme. Et dans l'apocalypse, ce qui va se libérer, c'est la révélation du mal, donc la compréhension que le temps attache les êtres humains à une infernale obligation de rencontrer des échéances. Ça va être mis en relief, puis les gens vont développer une intelligence pour se dégager de la mécanicité qui lie au temps et se dégager de l'importance d'accumuler de l'impression pour avoir une autorité égoïque sur ce qui d'autres n'ont pas été capables d'aller chercher de l'impression. Ce qui va développer dans le temps des relations qui vont être beaucoup plus dégagées du temps, donc ça veut dire du centre décisionnel basé sur la peur. Du centre décisionnel basé sur la peur, ça veut dire qu'il y a des gens qui, à cause qui ont une impression de puissance, peuvent faire sentir à d'autres qui se remettent en question sur le fait de pas avoir vécu ou pas avoir touché à une certaine impression, qui peuvent leur donner l'impression d'être faible, donc diminué ou restreint dans leurs ressources. Et ça va s'éliminer pour permettre à des gens de voir que ce qu'ils sont, ce n'est pas ce n'est pas leur responsabilité, mais c'est leur destinée. Dès qu'une personne remplace le mot culpabilité, le mot responsabilité par le mot destinée, il se libère en soi ou se libère en lui-même cette capacité de se créer un mode de vie qui répond à qu'est-ce qu'il est poussé vibratoirement de vivre et de faire. Pour me faire comprendre différemment, c'est comme votre mode de vie déjà tracé à votre naissance. Vous le découvrez.
C'est pas vous qui le forgez. Vous découvrez ce que vous êtes fait pour. Puis à 90, 100 ans, vous mourrez après avoir exécuté votre plan de match, après avoir exécuté votre plan de vie, donc votre destinée. Mais ça, pour bien vivre le fait qu'on peut avoir un destin qui est plus difficile qu'un autre, il faut comprendre à quoi nous, ça répond, à quoi on vibre, à quoi on correspond pour d'autres. Parce que chaque personne va faire vibrer à des gens une certaine prise de conscience à cause de son mode de vie. Et chacun a quelque chose à apporter à ceux qui rencontrent. C'est pour ça que vous vous rencontrez. C'est que justement, il y a une ressource qui est nécessaire pour une prise de conscience. Et on rencontre autant de gens qu'on a besoin dans notre vie pour faire les prises de conscience qui vont réveiller notre destinée et qui vont nous permettre également de réveiller la destinée des autres. C'est au-delà de la forme. Mais il faut une forme comme prétexte, en tout cas aujourd'hui, dans notre époque, des années 2000. Il nous faut encore le prétexte de la forme et de l'impression pour se rencontrer. Un jour, on n'aura plus besoin de ce prétexte-là. On va simplement se rencontrer en sachant, en se rencontrant qu'on est appointé pour vivre une expérience donnée. Et on est appointé pour utiliser des formes données, qu'on n'aura plus besoin d'être propriétaire de la forme pour pouvoir goûter à la forme, parce que ce ne sera plus la forme qui va être la priorité, ça va être l'expérience qu'on vit avec certains êtres ou avec un groupe de personnes pour pouvoir goûter à une forme de dynamique psychique, émotionnelle, vitale, physique, qui va être à ce moment-là essentielle à notre équilibre. On est encore dans une société où l'instinct dicte notre mode de vie. La sexualité, l'argent, le prestige sont les 3 facteurs qui donnent à l'individu de l'importance. Une personne qui a une grosse sexualité, qui a une grosse capacité financière ou qui a une capacité de prestige là, pour toutes sortes de raisons karmiques, ben, ces gens-là vont créer beaucoup d'impressions puis ils vont devenir souvent des modèles. Un modèle, c'est comme penser qu'on peut avoir le même destin que la personne qu'on donne comme modèle dans notre vie. Les gens n'ont pas besoin de modèle, ils ont besoin de direction. Quand vous avez une personne qui vous flash dans le mental pour dire « Ah, mais j'aimerais donc ça, vivre cette vie-là », c'est pas sa vie que tu veux vivre, c'est vivre la vibration que la personne a pris contact. La personne a pris contact avec une vibration, puis c'est comme elle nous passe le bâton à relais. On dit, bon, ben là, elle a couru pendant X temps, puis là, elle nous passe le bâton, puis elle dit, bon, là, c'est à ton tour, là, c'est à toi à courir, là, t'es sur la même track que moi, puis vas-y, continue de faire le chemin, puis essaie de découvrir quelque chose que j'ai pas découvert. C'est un petit peu ça qui se passe. Mais non, les gens cherchent à avoir une copie conforme de qu'est-ce qu'ils vivent ou qu'ils voient vivre avec quelqu'un. Ils vont voir un spectacle des Rolling Stones, puis ils veulent devenir les Rolling Stones. Les Rolling Stones, c'est les Rolling Stones. Vous autres, vous allez être les Rolling Room, puis vous allez vivre d'autres choses. Fait que la dynamique de votre vie sera jamais la copie conforme de notre vie. Par contre, si vous donnez pas de valeur à votre vie parce que l'autre vous semblez qu'il a une meilleure vie que vous, ben vous pourrez pas développer votre individualité, votre contact avec votre source, votre contact avec votre esprit qui va vous indiquer le chemin à suivre pour réellement réussir votre vie. Et là, à ce moment-là, ben vous êtes coupé de vos ressources, donc vous vous sentez petit poids, vous vous sentez limité, vous vous sentez restreint. Mais ce qui vous rend restreint, c'est votre restriction et c'est surtout votre réflexion devant les restrictions. Là, vous voyez que vous n'êtes pas capable alors que vous pouvez faire d'autres choses, et que vous n'êtes pas né pour faire telle chose, mais vous êtes né pour faire vibrer ou vivre des choses à des gens dans une certaine dynamique. Mais vous dites, ah ben là, ça c'est pas payant, ça me donne pas assez de prestige, j'ai pas assez de sexe, j'ai pas assez d'argent, tararara. Puis là, ben là, vous déprimez, vous calez, puis là, vous rentrez dans une zone d'expérience qui va vous obliger à vivre la volonté à cause du mal que les événements vont vous imposer. Puis là, si vous vivez du mal, puis que vous n'êtes pas capable de vous affranchir du mal, ben c'est plus de la volonté que vous allez vivre, c'est de la densification jusqu'à la mort. Fait que c'est le suicide qui vous guette, c'est la dépression, c'est le maniaco-dépressif, c'est tous ces éléments-là de maladie mentale qui font que l'individu se relève pas et mange, parce qu'il cherche absolument à se comparer et à copier d'autres personnes qui, entre guillemets, ont réussi dans la vie. C'est très, très important de comprendre le phénomène de la polarité, que le mal développe la volonté, puis que l'intelligence développe le bien. Puis que ça crée de l'amour. C'est très, très, très important. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne le voulez pas. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous n'envoyez pas l'intelligence de la relation. Parlez-moi jamais d'amour quand il n'y a pas ces 2 facteurs-là, volonté et
intelligence. Vous allez vivre du désir, vous allez vivre de l'expérience animale, mais vous ne vivrez pas d'amour. Vous ne pouvez pas vous développer un mode de vie qui est sous votre plein contrôle sans l'expérience de la volonté, donc sans l'expérience du mal, et sans l'expérience de l'intelligence, qui est la compréhension, qui vous emmène à être bien. Être bien, c'est comprendre la souffrance, c'est de comprendre la vie, c'est de comprendre ce que les autres vivent. C'est ça qui fait le bien. Ça, avec la volonté, ça permet de vivre l'amour. Mais c'est pas l'inverse. Vous ne pouvez pas avoir de l'amour, puis après vouloir, puis être intelligent. Impossible. Vous ne pourrez jamais développer de mode de vie sur cette base-là. Là où ça devient aussi très intéressant, c'est de comprendre que le temps est une limite dans l'être. On sent toujours qu'on a une échéance. Comment on peut maîtriser le temps? Parce que le temps en soi, c'est astral. Donc, c'est un mouvement qui est lié à la mémoire. C'est la mémoire qui engendre le temps. Quand quelqu'un est en mouvement, quand quelqu'un est dans l'action, quand quelqu'un est en intelligence, on ne sent pas le temps. Donc, on ne souffre pas du temps parce qu'on est hors du temps. L'esprit, c'est de l'espace. C'est dans l'espace et ça ne vit que sur du mouvement. Donc, un être qui est dans un constant mouvement, ça, c'est pas un physique, là. Tu sais, c'est pas parce que tu vas marcher 40 000 dans une journée que tu es en mouvement, là. Le mouvement, c'est une capacité d'engendrer, de générer des réponses, là. Quand vous êtes en mode réponse dans la vie, vous êtes en mouvement. Quand vous êtes en mode question, ben, vous êtes en mode inertie. C'est simple, ça. Inertie égale questionnement, puis réponse égale mouvement. Réponse égale mouvement égale esprit, puis inertie égale astral. Donc, implique obstacle, implique mal, implique restriction, donc exige éventuellement une volonté pour s'affranchir du mal, donc s'affranchir de la question. Et ça exige tout le temps une réponse. Donc, ça exige toujours un appointement avec le bien. L'individu qui a à se libérer du temps doit engendrer de l'ordre. L'ordre, c'est l'expression de l'intelligence dans le temps. Le temps, c'est un peu comme le super-héros qui vient chercher la victime. La victime est toujours prise ou prisonnière du temps. Et la personne qui veut se libérer de ce sentiment de victime doit se libérer des échéances et du temps. Ça demande de l'ordre. Plus vous êtes capable de faire de l'ordre dans votre vie, plus vous êtes capable de vous libérer du temps. Parce que vous allez apprendre dans l'ordre à voir venir les échéances, à voir venir le temps, à voir venir qu'est-ce qui exige que vous ayez de la volonté. Parce que si le temps se réussit à s'imposer dans votre esprit, c'est parce que vous n'avez pas assez de volonté. Et donc, conséquemment, l'intelligence peut pas se manifester parce qu'elle n'a pas d'assise. Mais si vous êtes capable de voir venir le temps qui veut s'imposer à votre vie, qui veut vous imposer des quotas, qui veut vous imposer une rythmique, qui veut vous imposer un centre décisionnel, c'est parce que vous avez l'intelligence. Puis l'intelligence va toujours s'exprimer dans l'ordre. C'est la seule façon de voir venir le passé, de voir venir le futur. Parce que dans le présent, on vit pas du temps, on est dans une action. Mais le passé et le présent, c'est les menaces qui sont les plus senties au niveau de l'ego, qui sont les plus apeurantes au niveau de l'ego, et c'est le désordre qui engendre la panique par rapport au passé ou au futur. Donc, si vous avez de l'ordre, vous allez être capable de lire la polarité, vous allez être capable de toujours avoir des solutions, et vous allez éventuellement toujours pouvoir identifier les associations qui vont permettre de contenir ensemble des zones de mal qui peuvent être extrêmes. En finale, ce que je veux bien faire passer, c'est qu'un mode de vie, c'est une création de l'esprit, si c'est quelque chose qui vous libère, puis c'est une création de l'âme, si vous êtes consommateur de forme. Plus vous êtes proche de la consommation de la forme, plus vous êtes lié à la forme, plus c'est l'âme qui a ascendance sur votre, on va dire, votre vie finale, votre retraite, disons. Et ça se vit plus tard. Quand on vit dans l'âme, tout le bonheur est à un âge qu'on pense à retraite. Tandis que quand on est dans l'esprit, on n'a pas de retraite parce qu'on est un être qui vit dans l'infinité. Et le bien ou le bien-être ou le calme ou la paix se vit dès qu'on comprend les jeux de la polarité, un peu comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, on peut avoir 16 ans, on peut avoir 35 ans, on peut avoir 50 ans. Et quand on est sous l'égide de l'esprit, ben, on vit un mode de vie qui s'apprécie dans le présent et qui ne s'apprécie pas sur un passé ou un futur quelconque. Ça, c'est l'élément essentiel à retenir dans toute cette historique-là. Merci de votre écoute. L'avantage principal d'être conscient, c'est de ne pas être prisonnier de la forme. La drogue, c'est une prison.
C'est une prison de l'âme, c'est une prison affective, émotionnelle. Il y a beaucoup de sortes de drogues. Tu peux trop travailler, puis c'est une drogue. Tu peux trop t'amuser, puis être capable de travailler parce que tu es tellement dilaté que c'est une autre forme de drogue. Toute forme de dépendance à la forme, c'est lié au monde astral. C'est quoi de l'argent? C'est un moyen d'aller chercher une forme pour te faire vivre une sensation. Bon. L'astral va toujours te donner les ressources ou les moyens de te détruire. Donc, de te créer un état extrême de polarisation dans le mental. Donc, de te placer dans on va dire entre guillemets, un cheminement psychologique qui est capable de justifier le mal, justifier la souffrance, justifier ici pour arriver à un résultat qui est une impression de pouvoir. Tu vas avoir les sports extrêmes là-dedans, tu vas avoir la politique où le gars en a jamais assez du pouvoir, tu vas avoir des gars qui vont faire de l'argent, puis ils ont beau avoir 10 milliards qui en veulent encore 20 autres. Puis il n'y a plus de limite à un moment donné, parce que c'est un mouvement qui est tellement polarisé que là, la fin justifie les moyens. C'est quoi la fin? Ça finit où? Tu sais, à un moment donné, il y a plus de contenance, parce qu'il n'y a pas de neutralité. La conscience, il y a un bout. Il n'y a pas de bout dans ton développement, mais il y a un bout dans la forme. La forme est utilisée pour faire une prise de conscience, t'emmener une neutralité. Fait que c'est le chemin inverse de l'astral. L'astral, lui, c'est de t'emmener toujours dans une polarisation qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Tu sais, t'as du sexe, tu veux plus de sexe. T'as de l'argent, tu veux plus d'argent. T'as du prestige, tu veux plus de prestige. Il n'y a pas de fin. Tandis que quand tu es dans un mouvement de conscience, la forme n'est jamais traitée comme une fin en soi. Elle est toujours traitée comme un support pour pouvoir vivre une prise de conscience. Puis une fois que ta prise de conscience est faite, ben la forme est plus nécessaire. Donc, tu soutiens pas la forme, mais tu soutiens un développement. Puis tu passes d'une forme à l'autre. Donc, il y a du mouvement, il n'y a pas de fixité. Tandis que quand tu es pris par moi j'appelle ça une drogue de la forme, quand tu es pris dans la drogue de la forme, c'est une fin en soi. Tu vas vouloir aller monter l'Everest, c'est une fin en soi. C'est pas que si tu vas vivre à faire le montée de l'Everest. C'est qu'est-ce que tu vas avoir de l'air, qu'est-ce que tu vas gagner comme prestige, qu'est-ce que tu vas gagner même comme argent, qui devient une fin en soi. Fait que tout ce qui est fait, que ce soit les Olympiques ou n'importe quoi, ça devient un objectif. Objectif d'être riche. C'est quoi être riche? Être riche pour elle, être riche pour tout, puis être riche pour elle. C'est quoi le montant? Qu'est-ce qui fait que tu n'as assez? Quand tu es dans l'âme, il n'a pas de fin. C'est illimité. Quand tu es dans l'esprit, c'est ce qu'il te faut pour te répondre à tes besoins. Tu es aussi riche que tu réponds à tes besoins. Moi, je réponds à mes besoins, je suis riche. Je suis pas riche relativement aux autres, je suis riche selon mes besoins. Tandis que dans l'âme, c'est toujours riche selon l'environnement. Il y a le facteur de comparaison est très, 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 très élevé quand tu es dans le jeu de l'âme, puis il est pratiquement zéro quand tu es dans le mouvement de l'esprit. Une personne qui crée de la comparaison, tu sais, mettons exemple, toi, tu t'en vas voir des autos. Puis tu te dis, bon, ben là, il faut que je me choisisse une auto. Combien d'autos faut que tu regardes avant de penser que ça la tienne? Tu risques d'être bien mêlé pour en avoir essayé bien des sortes. L'esprit va te dire, c'est celui-là. Sais-tu qu'il n'y a pas de comparaison possible, là? C'est celui-là. Point final. Il n'y a pas de peut-être. On devrait peut-être regarder d'autres choses. Il n'y a pas de peut-être. C'est celui-là, that's it. C'est complètement inversé. Dans la forme, il faut tout essayer. Essayer une Porsche, essayer une Lamborghini, essayer. C'est ça la forme. Tu n'es jamais satisfait. Avec l'esprit, tu finis par avoir la paix. Fait que moi, je le sais que c'est l'avantage de la conscience. La paix. L'autre, c'est le bonheur. Comprends-tu? Tu n'as pas la paix, mais tu as le bonheur. Tandis qu'avec la conscience, tu n'as jamais le bonheur, mais tu peux avoir la paix. Parce que tu t'inquiètes plus. C'est combien d'argent que tu as de besoin? C'est ce qu'il faut. Moi, c'est pas compliqué. Moi, l'argent que j'ai de besoin, c'est l'argent que j'ai besoin pour manger aujourd'hui. Demain, on verra. J'en ai assez pour manger, j'ai un toit pour rester, puis j'ai du linge à me mettre sur le dos. Très grave. J'ai la paix. Ouais, mais demain, ça, c'est l'âme qui commence à penser à demain, puis à l'année prochaine, puis à la retraite. Tu sais, on verra. Dans 10 ans, on verra. Tu pourras penser comme ça quand tu as de l'ego, parce que l'ego, il s'inquiète. L'esprit n'est pas inquiète, lui. Si tu as à mourir, tu vas mourir. Pourquoi tu es retraité, tu arrives à la retraite, puis tu peurs une crise cardiaque, puis c'est tous tes héritiers qui ramassent tout.
T'as-tu travaillé comme un con pour rien, tu penses? OK. Il n'y en a pas de problématique avec l'esprit. Il y a toujours la problématique avec l'âme, tout le temps, tout le temps. C'est la recherche du bonheur, la recherche du pouvoir, la recherche d'arrêter de souffrir, la recherche de... Tandis que dans la conscience, souffrir, ça fait partie de la norme. Souffrir, tu souffres, c'est normal, tu peux souffrir. Il fait fret, mais ça te permet d'apprécier quand tu es chez vous. Faut qu'il y ait un petit peu de contraste. Faut que... Elle veut peinturer ça. Moi, je pourrais bien dire, c'est correct pour encore 10 ans. Mais non, il faut qu'elle change. Là. Soit du monde, il commence à avoir du monde qui passe chez eux. Fait que là, il faut changer de couleur, il faut mettre du vert, jaune. Fait que là, ça devient, je t'inquiète. Tout à coup que le monde n'aime pas ça. Elle m'a dit que c'était jaune, il faut que je la regarde la soirée pour me rappeler que c'était jaune, parce que je n'aurais pas regardé, j'aurais jamais su que c'était jaune. Oui. Fait qu'il y a de l'inquiétude de l'âme. L'esprit, lui, c'est la vibration. Ils vont me faire tel mur en tapisserie, puis ils vont me faire telle affaire en ci ou en ça. Il n'y a pas de rush, là. T'es pas énervé, là. C'est ça le problème avec l'âme, c'est que l'âme cherche le bonheur, puis l'esprit ne cherche pas le bonheur. Il veut juste avoir la paix.